Jamais l'alimentation n'a suscité autant d'interrogations, de débats, de passions sur une planète où nous sommes désormais 8 milliards d'êtres humains. Elle est positionnée parfois comme le nerf de la guerre, comme récemment. Dans ce contexte, comment assurer un approvisionnement agricole, souverain et surtout de grande qualité, une équation complexe à résoudre. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur scène Nathalie Corrade, enseignante et chercheuse en économie, spécialiste des circuits courts alimentaires et des relations entre alimentation et territoire à Bordeaux Sciences Agro. Bonjour. Olivier Lavial, le président du centre INRAE Nouvelle-Aquitaine Bordeaux. Guillaume Rioux, le vice-président de la transition écologique et énergétique de la région Nouvelle-Aquitaine, mais aussi agriculteur biologique, si je ne dis pas de bêtises, ce qui justifie notamment votre présence parmi nous. Philippe Saut, le directeur général du groupe Euralis, et Christophe Zugage, directeur communication et affaires publiques du groupe De Sangos. On va commencer avec vous, Nathalie. Est-il alarmiste de dire aujourd'hui que notre sécurité alimentaire est mise à mal ? Alors, peut-être qu'il faut commencer par expliquer ce que c'est que la sécurité alimentaire. Donc, la FAO, qui est l'Organisation internationale aux Nations Unies, a posé une définition de ce que c'est que la sécurité alimentaire. Et pour aller vite, cette définition dit que c'est l'accessibilité à tout moment à une nourriture disponible en quantité suffisante, nutritionnellement bonne pour la santé et satisfaisant les préférences alimentaires des populations. Et donc, du coup, elle s'appuie sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la disponibilité. Il faut qu'il y ait la quantité suffisante pour pouvoir manger à sa faim. Ensuite, il y a l'accessibilité, donc qui renvoie à des questions d'accessibilité physique, géographique et socio-économique, c'est-à-dire être capable effectivement de pouvoir acheter notamment cette nourriture. Ensuite, il y a l'utilisation, c'est-à-dire est-ce que effectivement on a de la nourriture qui nous nourrit, nous nutrit et avec de la qualité et qui est durable. Et puis la quatrième, c'est la stabilité. C'est-à-dire pour être en sécurité alimentaire, il faut qu'il y ait de la stabilité, c'est-à-dire qu'à coup sûr, on soit capable de se nourrir. Donc une fois que j'ai dit ça, il n'est pas alarmiste, il est réaliste de dire que la sécurité alimentaire est en jeu aujourd'hui au niveau mondial comme au niveau national, puisque que ce soit le rapport du GIEC, que ce soit la FAO aujourd'hui, ils sont tous d'accord pour dire qu'effectivement, on n'est pas en sécurité alimentaire et qu'on a des processus d'insécurisation. Bon, par exemple, sur l'accessibilité, en France, ne serait-ce que la banque alimentaire, elle offre tous les ans, donc en tout cas en 2021, la banque alimentaire, elle a offert pour 242 millions de repas aux pauvres. Donc ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté, qui correspondent en France à 10 millions de personnes aujourd'hui. Et si je prends les restaurants du cœur, c'est 125 millions de repas qui ont été donnés par les Restos du Cœur. Mais je pourrais donner d'autres indicateurs. Voilà, en fait, je ne suis pas alarmiste, je suis réaliste. On est dans une situation où on a cru effectivement qu'on avait résolu la question de la sécurité alimentaire dans le monde grâce aux politiques agricoles, aux révolutions vertes un peu partout. Bon, la réalité est un peu tout autre aujourd'hui, quoi. On développera un peu plus tard ce point de la question. Alors pour aborder l'autre côté du sujet de la table ronde, l'agroécologie, avec vous notamment Olivier Lavial, tout d'abord, quand on parle d'agroécologie, de quoi il s'agit ? Et est-ce qu'aujourd'hui, dans la tête des professionnels et des particuliers, c'est assez clair ? Parce que par exemple, on pourrait peut-être le mélanger avec l'agriculture biologique. Oui, alors, en fait, c'est pas clair dans la tête du grand public, tout simplement parce que d'abord, on a des définitions multiples. L'agroécologie, elle peut être vue, d'ailleurs, au départ, dans son origine, comme un mouvement politique d'opposition à l'agro-industrie, en disant, donc c'est né en Amérique latine, par exemple, à la fin du XXe siècle, où on a effectivement eu un peu un positionnement, on va dire, idéologique de l'agroécologie. Si on regarde la définition plus scientifique, l'agroécologie, c'est quoi ? C'est placer l'écologie au cœur des systèmes de production. Donc ça veut dire c'est plutôt travailler sur des aspects agronomiques, de préservation ou de réhabilitation, de restauration des écosystèmes, notamment avec des solutions fondées sur la nature, avec des infrastructures agroécologiques, écologiques, etc. Cette définition-là fait appel
d'ailleurs à des raisonnements multi-échelles, hein, parce que notamment ça fait appel aussi à la diversité. Le mot-clé c'est la diversité, hein, de l'agroécologie finalement. C'est avoir des systèmes de culture finalement différenciés, des mosaïques de culture. C'est être en capacité à organiser l'ensemble de la production en essayant de maintenir cette diversité, de réhabiliter, restaurer les milieux. Donc ça c'est on va dire la définition agronomique, hein, de l'agroécologie. Et puis, quand on parle de transition agroécologique, on parle de l'ensemble des leviers qui permettent aussi d'aboutir à finalement une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Et là, on va retrouver effectivement des choses qui sont pas complètement contradictoires avec tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire l'agriculture bio est un chemin effectivement pour participer à cette transition agroécologique, mais également les biotechnologies, la robotique, l'agriculture de précision, tout ce qui concourt finalement à faire mieux et avoir un impact moins important sur l'environnement, concourt à ce qu'on appelle la transition agroécologique. Il y a beaucoup de méthodes en fait qui tendent à aller vers cette agroécologie. Et c'est bien pour ça que c'est assez compliqué d'avoir une définition très stricte, parce que chacun s'empare de cette problématique d'une manière ou d'une autre. Hein, justement, dans quelques minutes, on verra s'il n'y a peut-être pas besoin d'un cadre en fait, officiel. On en parlera notamment avec vous, Guillaume. Alors, je me permets de vous donner la parole justement parce que pour rebondir un peu sur ce qu'a vient de dire Olivier, vous, quelle est votre définition de cette agroécologie en tant qu'élu local, mais aussi agriculteur biologique? Comment vous percevez cette agroécologie? En tant qu'agriculteur, pour moi, c'est, on va reprendre une vieille conception, vieille, en tout cas très ancienne, mais très moderne à la fois, biologique. C'est la symbiose. C'est ce rapport à bénéfice réciproque. Cette relation symbiotique entre les agrosystèmes et les milieux. Comment les milieux peuvent devenir, dans les chaînes de carbone, d'azote bien connues dans nos systèmes physico-chimiques, comment les systèmes naturels peuvent être le moteur de l'agriculture. Et inversement, puisque symbiose, comment l'agriculture, les espaces agricoles peuvent être les supports de la vie sur nos territoires. Pour moi, c'est vraiment cette définition qui est la plus forte. Et puis évidemment, il y a tout ce qui manque, tout ce qui fait défaut, en termes d'organisation sociale, en termes d'organisation économique, et on y reviendra peut-être dans un temps second. Pour continuer ce tour de table d'introduction avec vous, Philippe Saut, je le rappelle, vous êtes le directeur général du groupe Euralis. En tant que coopérative agricole, on va dire de premier rang, en interne, comment le sujet de l'agroécologie est abordé ces derniers mois, ces dernières années? Enfin, est-ce que c'est un sujet d'ailleurs qui monte en puissance? Comment vous l'abordez, vous? Oui, alors Euralis, hein, c'est une coopérative, mais c'est devenu un groupe coopératif qui est une entreprise de taille intermédiaire, même qui dépasse un peu les seuils, comme disait Marc Prikaski tout à l'heure, mais c'est surtout un assemblage de plusieurs PME, donc chacune faisant un métier différent autour de la production agricole et agroalimentaire, et également très actif à l'international. Et comme le disait Olivier, l'agroécologie, elle est dans l'ADN même de notre mission. Hein, on est un acteur économique, on est dans la réalisation où on accompagne aussi toutes les TPE que sont les agriculteurs adhérents à la coopérative dans la mise en œuvre de toutes ces transformations. Et j'ai beaucoup apprécié les propos introductifs de Gabriel sur l'hybridation. Alors l'hybridation, ça me parle tout particulièrement, mais l'hybridation entre des plantes pour créer un hybride un peu plus productif, mais aussi interplantes ou inter-espèces. On va peut-être pas ouvrir le débat des OGM ici, hein, mais il y a aussi interculturel. Et c'est pour ça que le mot d'agroécologie, c'en est un. Parmi tant d'autres, on parle d'agriculture biologique. Nous, ce qu'on essaye, c'est d'accompagner ce mouvement de transformation des agricultures pour répondre aux besoins d'aujourd'hui et faire face aux défis de la société actuelle, avec un positionnement de responsabilité sociétale des entreprises qui irrigue l'ensemble de nos activités. Et je dirais, on doit partir de cette demande sociétale, mais
on ne cherche pas, quand on est une coopérative, à être une entreprise à mission. On considère qu'on l'est déjà, quoi. Donc on n'a pas besoin de le programmer dans les statuts. C'est ce qu'on doit faire. Et cette mission, c'est de s'adapter, c'est de se transformer. Agroécologie, agriculture régénératrice, agriculture biologique. Toutes les agricultures doivent faire partie de cette évolution. C'est de la diversité aussi. Je ne crains pas pour la diversité, hein, mais on doit continuer à la cultiver et à l'accompagner. C'est ce qu'on sait faire quand on est dans l'action agricole. Christophe Zugage, alors, je vous propose aussi de partager avec nous votre définition de l'agroécologie et puis présenter par la même occasion ce qu'est le groupe de Sangos. Merci de me donner l'opportunité effectivement de présenter De Sangos. De Sangos, c'est une ETI française dont la gouvernance et le modèle sont plutôt jugés vertueux. Donc ETI française de la région Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on est basé à Agen, dans le Lot-et-Garonne. Et on est un acteur de référence internationale en termes de biosolutions. Qu'est-ce que c'est les biosolutions? Ce sont des biofertilisants, donc ce qui va permettre de nourrir et augmenter la fertilité des sols. C'est des biostimulants qui vont permettre de booster les défenses naturelles des cultures et également de résister ou de mieux résister à des stress abiotiques, des biocontrôles et de la phytothérapie dans le cas où on a besoin de traiter des parasites, et puis des adjuvants qui vont permettre aussi de limiter les impacts sur les risques au air-sol de pollution, de diffusion des produits. Alors, notre mission, nous, c'est d'accompagner la transformation profonde des modèles agricoles, justement en utilisant ces biosolutions pour répondre à des problématiques d'environnement, climatique, de ressources, et également sociale et environnementale. Alors notre définition, nous, de l'agroécologie, en fait, elle reprend en fait ce que vous avez précisé précédemment. En fait, ça consiste à utiliser, en fait, à agréger deux activités, l'agronomie et l'écologie, donc consiste à finalement appliquer au modèle de production agricole dans un écosystème, effectivement, les principes de l'écologie et donc la relation entre les êtres vivants, de tous les êtres vivants en fait dans ce milieu. C'est vraiment fondamental entre la relation entre le sol, là où on plante une graine, où on sème une culture, entre le sol, la culture elle-même, et donc ensuite la santé humaine, animale qui se poursuit. Et le sol, la vie du sol, elle est vraiment hyper importante, de façon à pouvoir... vous imaginez que dans un gramme de terre, vous avez plusieurs millions de bactéries, de champignons, et ces micro-organismes bénéfiques vont être là pour permettre à la plante de mieux capter les éléments nutritifs et de pouvoir améliorer les résistances à des maladies ou des bioagresseurs. Et donc ce sol, avec ces biofertilisants, ces biostimulants, vont permettre de pouvoir économiser ou réduire un certain nombre d'intrants chimiques et également de préserver justement ces ressources naturelles ou de limiter les consommations d'énergie non renouvelable. Très bien, merci beaucoup. Olivier Lavielle, pour revenir justement, pour rester toujours sur l'agroécologie, est-ce une réponse à une demande sociétale ou est-ce plus profond que cela? Parce qu'au final, l'agriculture biologique, est-ce que ça veut dire que l'agriculture biologique ça suffisait pas? Non, alors, bon, d'abord, est-ce une réponse à une demande sociétale? Je pense que la demande sociétale, elle est très liée finalement à tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'effectivement, on est dans un avenir où il va falloir préserver notre planète, donc avoir une agriculture respectueuse de l'environnement. Et je pense qu'au-delà de quand on parle de demande sociétale, c'est celle du grand public, c'est celle des professionnels aussi. Tout le monde aujourd'hui s'engage effectivement sur le chemin qui vise à rendre notre agriculture, à sortir un petit peu d'un modèle ancien qui consistait à dire il faut produire. Il faut produire en ayant des modèles assez simplistes de production qui consistait à effectivement préparer, on en a parlé, préparer les sols, ça veut dire les travailler, enlever finalement toute la vie des sols, aller rajouter ce qu'il faut pour que ça pousse, etc. Donc on sait très bien qu'il faut sortir de cette logique-là.
Et maintenant, par rapport à l'agriculture biologique, en fait, l'agriculture biologique a été et reste une voie très importante. Moi, j'oppose absolument pas agroécologie et agriculture biologique, puisque l'agriculture biologique contribue, comme je le disais, à la transition agroécologique. Non, mais on a le La sentiment seule que c'est pas chose, suffisant en fait. ah ben la seule chose, c'est pas suffisant. Alors on le voit très bien en ce moment, hein, d'abord parce que l'agriculture biologique a certains inconvénients, notamment en termes de coûts de revient, hein, notamment d'utilisation d'énergie fossile, d'utilisation RH également, hein, de ressources humaines. Et globalement aujourd'hui, on se heurte à une problématique de marché derrière, hein, de ça. Donc on voit bien que globalement, c'est l'ensemble du système qui doit progresser. Donc encore une fois, l'agriculture biologique, c'est une voie, ce n'est pas la seule voie de l'agroécologie, on en a parlé. Quand on fait du couvert végétal, par exemple, on n'est pas forcément... l'agriculture biologique, ça veut dire ne pas utiliser des produits, des intrants de synthèse, des intrants venant de la pétrochimie. C'est ça au départ. Donc, si maintenant on fait l'agriculture biologique en rajoutant un certain nombre de pratiques qui sont du domaine de l'agroécologie, ben ça reste de l'agriculture biologique, mais elle contribue comme les autres, finalement, à améliorer nos pratiques globalement et à aller plus sur des aspects agroécologiques. Guillaume Riou, au final, on le voit, chacun a un petit peu sa définition de l'agroécologie, bien quand même qu'il y ait des dénominateurs communs. Finalement, est-ce que le chantier premier n'est pas là, c'est-à-dire de définir un cahier des charges officiel, en tout cas à quelle échelle, ça c'est aux élus, en tout cas aux instances de le décider, mais on le voit sur l'agriculture biologique, ce travail a été fait et a permis l'émergence d'une agriculture biologique en France. Est-ce qu'on ne doit pas faire ce travail aussi sur l'agroécologie? Bien sûr, nous sommes au pays du droit. Et le fondement des SIQO, des signes officiels de qualité, ce qui crée leur démarche particulière et ce qui les définit dans la sphère marchande, que sont les labels rouges, les appellations d'origine géographique, AOP, AOC, et l'agriculture biologique, sont les trois seuls signes officiels de qualité garantis par la loi, garantis par la réglementation au sein de l'Institut national de l'appellation d'origine. Tout ça est géré par le ministère de l'Agriculture et donne ses lettres de noblesse et finalement, en déclinaison, crée un cahier des charges avec une certification périphérique, hein, des organismes certificateurs agréés pour ce faire, qui viennent contrôler que le cahier des charges soit réellement appliqué. Donc c'est peut-être ce qui a fait défaut, sans doute, ou ce qui fait encore défaut aujourd'hui à l'agroécologie, qui est une vision agronomique, une vision qui a été inscrite pourtant par le législateur dans la loi d'avenir 2014, mais qui n'est pas allée jusqu'à son terme avec la création d'un cahier des charges pour permettre un marché. Parce que c'est le deuxième écueil de l'agriculture biologique. Et ici, invité par la tribune, on est bien obligé quand même, et c'est nécessaire de parler d'économie, de commerce, de business. C'est bien de cela dont il s'agit lorsqu'on parle de label rouge, d'AOP, d'AOC et d'agriculture biologique. Il faut pouvoir rêver et puis à un moment inscrire ça dans des réalités opérationnelles. Donc peut-être que c'est sans doute même ce qui fait défaut, comment décrire plus avant, par une règle commune, par la norme, parce que c'est ce qui fait défaut, c'est la question de la norme, pour créer dans un second temps une allégation commerciale et donc un marché. Philippe Saut, toujours sur cette question de l'agroécologie, au final, est-ce que c'est pas un choc générationnel entre les anciennes générations d'agriculteurs et je vous vois sourire parce que je connais un petit peu votre réponse, et les nouvelles générations, entre voilà, des anciennes générations qui adeptent des méthodes classiques, et puis une nouvelle génération qui cherche justement peut-être une production plus rémunératrice, plus propre. C'est peut-être un peu caricatural, mais sur le terrain, parfois, quand on rencontre des agriculteurs, on a l'impression que c'est un petit peu ça ce qui se passe. Alors, on a peut-être un problème d'échantillonnage quand on va sur le terrain déjà, donc c'est certainement pas représentatif, mais c'est le scientifique qui parle. Et moi, je voudrais tordre un peu le cou aux idées reçues, quoi, hein. Il n'y a pas
un monde agricole historique, archaïque, porteur de mauvaises pratiques ancestrales qui ne sont jamais que le résultat de ce que la société a demandé à ce moment-là, et une nouvelle génération à faire émerger. Et je reviens sur ma notion d'hybridation et d'ADN du monde agricole qui était le creuset de toute cette hybridation. C'est un processus de transformation permanent. Donc moi je dirais non, il n'y a pas de problème de génération, et il y a juste une mise en œuvre qu'on doit accompagner. Et si je tentais une formulation de cette transition qu'on est en train d'essayer de formuler, agroécologie, agriculture biologique, etc., fondamentalement, dans le moment que nous vivons, je décrirais ça comme le passage d'une agriculture de la chimie et de l'émission de carbone, qui a été celle dont on a eu besoin depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à une agriculture de la biologie et de la captation de carbone. Et la biologie, ça rejoint les travaux dont on vient de parler, et c'est à ça qu'on s'attelle. Et on s'attelle à ça avec deux axes principaux, ou trois. Déjà la gestion de l'eau, la production localisée et la production d'énergie, pour englober la totalité des missions dévolues à la fonction première qu'est l'agriculture. Et si je détaille un peu les trois sur la gestion de l'eau, alors je ne sais pas si on est dans un état de droit comme on vient de le signaler ou pas, mais quand on détruit des édifices qui ont été dûment habilités par les autorités de la République, je me pose des questions. Mais je reviens à la gestion de l'eau. Fondamentalement, l'eau pour nous c'est la mère des batailles. Sans eau il n'y a pas de vie. L'eau c'est la machine photosynthétique qui travaille à transformer du carbone de l'air en oxygène en fixant du carbone. Et en même temps en produisant de l'aliment et accessoirement en produisant de l'énergie. Sans eau, on n'aura pas de vie, on ne pourra pas lutter contre le réchauffement climatique et on a besoin de gérer le cycle de l'eau au mieux. Chaque goutte d'eau doit être mieux utilisée et on doit avoir plus de gouttes d'eau disponibles au moment où on en a besoin et au moment où la machine photosynthétique, elle peut capter du carbone, c'est-à-dire quand il y a de la lumière et quand il y a de la chaleur. Et ça se passe en été. Et des fois, l'eau, elle y est plutôt en hiver. Donc, il ne faut pas faire la guerre à la gestion des ressources. Mais au contraire, il faut mieux gérer les ressources qui sont quand même assez considérables. Le deuxième axe, c'est celui de la régionalisation des productions. Effectivement, on transforme tout avec tous les outils disponibles, plus biologiques qu'hier, mais aussi en réintroduisant des productions qu'on n'avait pas l'habitude de faire ou qu'on avait globalisées. Donc on remet des légumes secs dans nos territoires, pourquoi pas des lentilles du sud-ouest plutôt que du Canada ou des pois chiches du sud-ouest plutôt que du Mexique. Ça ne peut pas faire de mal et en plus on va dans le sens de la protéine végétale. Mais on a travaillé aussi des pommes de terre produites localement, alors qu'il y a bien longtemps qu'on n'en fait plus vraiment et qu'on les fait toutes venir du nord de la France. Non, dans l'île Dorée. Sur l'île Dorée, il y en a de la pomme de terre. Oui, mais je parle des quantités qui font qu'on arrive à alimenter tous nos circuits agroalimentaires à des prix compétitifs, parce qu'il faut que ce soit accessible à tous, il faut que ça reste accessible à tous. Le troisième axe, c'est celui de l'énergie. Et là aussi, il n'y a pas un avant et un après. Il ne faut pas opposer des générations. Les générations d'agriculteurs qui nous ont précédés ont œuvré pour investir dans l'énergie. Et on a parlé de l'AC tout à l'heure, d'économie circulaire. La création d'une usine de bioéthanol à l'AC, c'est quand même la volonté du monde agricole d'offrir ce débouché à leur production en même temps que de répondre à la production de la société. Ça a commencé par le bioéthanol, ça se poursuit par le biométhane et ça se développe aujourd'hui, et on pousse beaucoup là-dessus, par la production d'énergie photovoltaïque. J'aurais une petite question pour vous justement sur le sujet après. Donc, je me permets de vous couper l'herbe sous le pied pour éviter que vous en disiez trop. Christophe Jugaz, par rapport au traitement classique qu'on vient un petit peu d'évoquer, comment sur le terrain sont accueillies vos biosolutions? Est-ce qu'il y a un travail de pédagogie à faire auprès des agriculteurs, notamment sur leur efficacité? Est-ce qu'il y a un petit peu une idée reçue comme quoi les biosolutions seraient moins efficaces que les traitements classiques? Enfin, voilà. Comment le pouls est pris sur le terrain? Alors pour répondre déjà à la question, en France, en fait, l'utilisation des solutions de biocontrôle, ça représente environ 13%
de la protection des cultures. C'est en progression, en nette progression tous les ans. Et pour rebondir sur les propos de Philippe, les biosolutions ou le biocontrôle, elles s'utilisent quel que soit le type d'agriculture ou le mode de production. Donc il n'y a pas une utilisation spécifique pour tel ou tel agriculteur ou tel type de production. Donc ça concerne tous les agriculteurs. Ensuite, aujourd'hui, on estime à 85% les agriculteurs qui connaissent ou qui sont sensibilisés aux biosolutions, au biocontrôle. Alors ensuite, ça dépend des types de production. Vous avez dans les productions pérennes, arboriculture, vigne, une utilisation plus importante qu'en grande culture, où aujourd'hui, il y a moins de solutions, mais où ça se développe. Alors les atouts aujourd'hui des solutions, des biosolutions ou du biocontrôle, elles correspondent d'une part aux attentes des consommateurs et des politiques de réduire en fait l'utilisation d'intrants chimiques. C'est aussi une amélioration de la condition de vie de l'agriculteur et puis de revalorisation de leur métier en cherchant des méthodes peut-être un peu plus agronomiques, holistiques sur l'ensemble des cultures. Donc ça correspond également à des utilisations qui peuvent être plus longues en termes de protection des cultures, avec le délai avant récolte ou avec le retour sur les parcelles. Enfin, je ne rentre pas dans les détails techniques, mais voilà, donc ça apporte aussi des solutions. Et puis, en termes de gestion durable contre l'apparition de résistance aux maladies ou de certaines adventices. Et enfin, bien sûr, il faut des solutions qui soient robustes, qui soient facilement utilisables, qui soient économiquement viables. Et là, c'est aussi un travail conjoint avec les instituts techniques, avec la distribution agricole, avec les prescripteurs, où on doit effectivement rassurer les agriculteurs quant à la facilité d'utilisation et la sécurité en fait, d'efficacité et de rendement. Oui, parce que tout le nerf de la guerre, c'est là, c'est les rendements et donc la quantité de l'alimentation. Alors, oui, le rendement, enfin, on peut le percevoir de façon différente. Aujourd'hui, un agriculteur, c'est plutôt le ratio revenu sur le chiffre d'affaires qui est important. Bien sûr, le rendement est important, mais si on produit un peu moins, mais qu'on a un meilleur revenu et une meilleure compétitivité, de son exploitation, avec une valorisation des performances agronomiques de sa ferme, les enjeux sont complètement différents. Quand on préparait cet échange, Nathalie Corrade, vous évoquiez avec moi qu'il y avait aujourd'hui en France une alimentation à deux vitesses, et même vous évoquiez un déclassement du consommateur, notamment en ce moment encore plus criant. Alors, on a parlé de la production, maintenant je suis justement sur la distribution de l'alimentation. Pourquoi ce constat ? Parce que, encore une fois, il est très réaliste. Donc aujourd'hui, on a effectivement, le processus de déclassement aujourd'hui, c'est le fait effectivement que ceux qui en fait étaient tournés plutôt vers l'agriculture biologique, donc effectivement le marché de l'agriculture biologique se casse la figure. Alors j'ai envie de dire, on pourrait déplacer un peu le curseur, parce que très souvent on dit c'est parce que l'agriculture biologique est chère pour le consommateur, mais peut-être qu'on pourrait, je suis économiste, et dire non, c'est peut-être parce que les revenus ne sont pas assez élevés pour permettre la transition vers des systèmes beaucoup plus agroécologiques. Et peut-être que, Olivier Lavielle parlait du fait qu'on était dans un système bien plus large, et effectivement, la question de la politique sociale, la question de la rémunération, du partage de la valeur ajoutée, bref, il est au cœur quand même de ces sujets-là. Et peut-être que si on veut aller vers la transition, vers des modèles comme cela, il va falloir peut-être aussi faire des efforts de ce côté-là. Mais pour vous répondre, le déclassement, c'est ceux qui étaient plutôt consommateurs d'agriculture biologique se déclassent aujourd'hui et vont acheter plutôt du conventionnel. Ceux qui achetaient du conventionnel en grande surface vont au premier prix dans les grandes surfaces et dans les hard discount. Et ceux qui étaient déjà dans les hard discount et les premiers prix aujourd'hui sont à l'aide alimentaire. Voilà, donc en fait le déclassement se fait en tirant tout vers le bas, ce qui évidemment est un problème. Puisque ça pose la question justement de la transition vers ces modèles-là. Alors après, une consommation à deux vitesses, c'est même pas à deux vitesses, c'est en fait, faut se poser la question effectivement de pour faire cette transition-là, que doit-on mettre en place pour permettre effectivement l'accessibilité à cette agriculture-là ou à cette alimentation-là ?
Donc très souvent, en fait, on travaille plutôt, et moi sur le terrain et dans mes recherches, on travaille plutôt sur effectivement comment est-ce qu'on peut faire des itinéraires techniques peu coûteux pour pas effectivement qu'à la fin le prix soit trop prélevé, etc. Mais on pourrait aussi se poser la question plus en aval ou en amont, je ne sais pas comment le dire, hein, c'est-à-dire sur l'ensemble du système qui fait qu'à un moment donné, si on veut que les gens mangent plus sain, une agriculture est accès à une alimentation de qualité digne. Hein. Aujourd'hui, il y a quand même cette question-là. Donc, il y a des débats autour de ce que l'on appelle la sécurité sociale de l'alimentation qui s'expérimente sur nos territoires. Donc, aujourd'hui, il y a de l'expérimentation. Moi, j'assiste à des expérimentations sur cette question-là pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui se mette en place pour que les populations puissent avoir accès à cette alimentation-là de façon digne, de qualité et sanitaire. Quoi. Alors j'ai un petit problème, c'est qu'il nous reste normalement 5 minutes et j'ai encore 2 questions pour chacun d'entre vous. Donc autant vous dire que mathématiquement ça ne passera pas. Donc je vous demanderai d'être un tout petit peu plus rapide dans vos réponses chacun. Comme ça, il n'y aura pas de frustration et on limitera la casse pour l'organisation. Je reste avec vous, Nathalie. On le voit, donc on en parlait ce matin avec le président Alain Rousset de la région. Il y a beaucoup de collectivités locales qui se mobilisent pour développer des stratégies alimentaires à leur échelle et tendre vers l'autonomie. Parce que bon, que des territoires soient autonomes, c'est compliqué, mais en tout cas, s'en approcher, c'est possible. Est-ce le bon échelon ? À quel échelon on devrait penser une stratégie alimentaire locale, régionale, nationale, voire européenne? On voit la PAC ne donne pas tous les effets attendus, donc au final, est-ce qu'il faut peut-être pas avoir plus petit? L'alimentation, hein, c'est la fonction d'intérêt général supérieur. Le droit à l'alimentation, c'est quelque chose qui a du sens. L'alimentation, c'est ce qui nous permet de vivre, nous, les êtres humains. Donc, l'échelon, il doit être supérieur. Donc, au minimum, chez nous, peut-être européen, et voire national, mais voire même, on pourrait discuter donc, quand même du modèle qui est porté par l'Organisation mondiale du commerce au niveau agricole et alimentaire, même si l'OMC ne s'occupe pas tellement d'alimentation, mais s'occupe plutôt de marchés agricoles. Donc, il faudrait que ce soit de niveau supérieur. Et si aujourd'hui, les collectivités locales s'en emparent, j'ai envie de dire que c'est à défaut. Donc, du coup, ça devient le meilleur échelon puisque les échelons supérieurs s'en mêlent peu. Donc, du coup, aujourd'hui, effectivement, les collectivités territoriales, donc je sais que la région Nouvelle-Aquitaine a un pacte alimentaire hein, et donc a une stratégie pour améliorer l'alimentation et la capacité alimentaire de la région de la Nouvelle-Aquitaine. On a conduit un diagnostic, nous, sur le système alimentaire de la Nouvelle-Aquitaine qui montre qu'il y a beaucoup à dire sur le système alimentaire de la Nouvelle-Aquitaine, sur sa durabilité, sur sa résilience, sur sa capacité à assurer la sécurité alimentaire de la région, même si on est dans une très grande région agricole. Et donc, du coup, oui, les collectivités territoriales aujourd'hui, via notamment les projets alimentaires de territoire, les aides qui sont données par l'État, par le Programme national de l'alimentation, s'emparent de ça. Mais c'est vrai qu'elles font avec les moyens qu'elles ont, en fait, les collectivités territoriales. On reviendra, je vous laisserai répondre, Guillaume, dans quelques instants, et on reviendra du coup, sur cette question de l'alimentation. Je voudrais juste rebondir avec vous, Philippe Sauce, sur cette question de l'énergie, qui est aussi importante, qui est liée intimement à l'alimentation, en tout cas à la production de l'alimentation. Vous, avec Euralis, vous voulez engager les exploitants agricoles vers une transition énergétique en installant des panneaux solaires. Concrètement, c'est quoi un petit peu vos ambitions sur le sujet ? Oui, j'ai cité les 3 axes de travail, hein, entre l'eau, la régionalisation pour aller dans le sens de la souveraineté régionale. Mais la souveraineté, c'est alimentaire et c'est aussi énergétique. On avait démarré avec des productions d'énergie et là, on va accélérer sur les productions d'énergie photovoltaïque. C'est du bon sens et c'est revenir au bon sens. Avant la révolution industrielle, dans ce processus où je dis on va revenir d'une agriculture de la chimie et de l'émission de carbone à la biologie et la captation de carbone, avant la révolution industrielle, l'agriculture produisait sa propre énergie. Et en même temps un peu de viande par la force de traction des animaux. Mais aujourd'hui, on doit contribuer à initier beaucoup plus fortement la production d'énergie photovoltaïque. On en a parlé dans les débats précédents. L'agrovoltaïsme sera un axe. On va commencer par les toits quand même. Et là, on a besoin d'avoir le soutien de l'autorité, des autorités publiques aussi pour que les toits puissent être équipés le plus possible en ayant résolu le problème de l'amiante.
parce que ça pose un problème de faisabilité, de compétitivité d'installer des panneaux sur les toits qui sont amiantés. Il y a déjà les toits, il y a énormément de toits qui pourraient être équipés dans le monde agricole. On a une empreinte territoriale large et on s'en rend bien compte. Vous parliez de 1000 hectares. Vous aviez évoqué avec moi 1000 hectares. Oui, il y a un millier d'hectares dans notre périmètre, un équivalent toit qui pourrait être équipé, l'équivalent de 1000 hectares au sol qui pourraient être des toits qui font de l'énergie. Après les toits, il y a l'agrovoltaïsme, il y a la gestion du territoire avec de l'agrovoltaïsme au sol mesuré, maîtrisé. Les collectivités locales en parlent, on a parlé de projets tout à l'heure, mais qui mieux que le monde agricole est en position de pouvoir contribuer à ce développement de production d'énergie photovoltaïque. Guillaume, je vous laisserai l'occasion de rebondir sur les propos de Nathalie tout à l'heure. Et sur la politique agricole menée par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, quelle est la stratégie de la collectivité ? Et surtout, si on peut avoir un petit focus sur l'agroécologie, comment vous gérez ce sujet aujourd'hui ? Oui, je vais vous le proposer à travers deux axes pour la prochaine politique agricole commune. Les investissements, accompagner les exploitations dans cette transition à travers les investissements. Et là, ça nécessite qu'on mette des écos et des sociaux, mais surtout des éco-sociaux, des éco-conditionnalités pour délivrer nos aides. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, qui est peut-être encore plus fort du point de vue symbolique, c'est que notre démographie agricole en Occident et particulièrement en France, vous le savez, va décroître fortement. 45% des agriculteurs auront atteint l'âge de la retraite en 2026. Vous ajoutez à ça ceux qui vont vouloir changer de métier, ceux qui vont arrêter prématurément, ceux qui seront venus puis repartis. On va perdre la moitié des agriculteurs. 60 000 aujourd'hui, on va probablement aller vers 30-35 000 agriculteurs dans un horizon assez proche. Donc la politique agricole commune fait que celle qui démarre en 2023 jusqu'en 2027 a donné autorité de gestion pleine et entière, et là c'est un vrai progrès, aux régions pour opérer ce qu'on appelle la transmission-installation des fermes. Et notre ambition, c'est d'installer 600 agriculteurs jeunes ou moins jeunes par an, parce que je dis moins jeunes, parce qu'il y a une petite évolution par rapport aux classes d'âge, et ces gens qui vont arriver de l'extérieur, évidemment qu'ils vont avoir envie de faire de l'agroécologie, évidemment. Et puis, il y a une mutation interne aussi du métier, où moi, je rencontre un tas de jeunes aujourd'hui qui sont partis faire ingénieur, comptable, avocat, ou que sais-je, et souvent des gens bien cortiqués, qui sont partis et qui reviennent à l'agriculture. Par contre, ils disent, papa, ok, mais terminez les pesticides, et moi, je veux faire de l'agriculture biologique ou de l'agroécologie, et je veux aller vers ce... On revient à ce choc des générations de tout à l'heure. Mais c'est la réalité, c'est le sens de l'histoire, et c'est ce qu'on constate au quotidien sur nos territoires. Donc, c'est vraiment des questions d'aménagement du territoire, des questions d'économie locale, des questions de projets alimentaires territoriaux, des questions de protection des écosystèmes, de l'eau, des questions atmosphériques, etc., de biodiversité. Et c'est très large, et moi je suis convaincu que la jeunesse qui arrive va vraiment nous bousculer et percuter. Olivier Lavelle, si on est très concret, parce que c'est vrai que tout à l'heure on parle peut-être d'approche plutôt conceptuelle, aujourd'hui l'agroécologie, est-ce que c'est répandu en Nouvelle-Aquitaine ? Est-ce qu'il y a maintes d'exploitations qui ont adopté cette stratégie ? Mais, en tout cas, alors il y a deux choses. Il y a le fait que à peu près dans toutes les filières, à peu près dans toutes les structures, on a cette réflexion. On est maintenant dans une logique et dans un besoin de massification. Encore une fois, moi je pense que l'agroécologie, elle a du sens quand on prend une échelle... C'est bien si un agriculteur, au niveau de sa parcelle, par exemple, adopte quelques techniques liées à l'agroécologie. C'est mieux quand c'est à l'échelle d'un petit territoire, voire d'une région. Et là, d'ailleurs, je rebondis, alors c'est pas parce que Guillaume Riou est à côté de moi, mais je rebondis sur les programmes scientifiques de grande ambition que la région de Nouvelle-Aquitaine vient de lancer, alors c'est la direction de la recherche, notamment un sur la massification de la transition agroécologique. Il en avait parlé avec moi, je Voilà. ne l'ai pas interrogé voilà. sur ça. Et donc, typiquement, alors si c'est un projet de recherche, c'est bien parce que il reste des questions ouvertes. Parce que ce n'est pas complètement simple de passer effectivement d'initiatives individuelles, d'initiatives de coopératives à l'échelle des coopératives qui permettent quand même de diffuser sur des surfaces significatives et avec des acteurs en nombre significatif sur ces aspects-là. Et puis d'aller vers une vraie massification et derrière un système
qui permet effectivement une durabilité parce que c'est l'ensemble du système qui est organisé comme ça, y compris les filières de transformation, y compris ensuite les problématiques de lien au marché, etc. Et donc on est en train de travailler dessus, là. On est en train de proposer à la région, effectivement, au niveau d'INRAE et au niveau d'un certain nombre d'acteurs universitaires, de la recherche, etc., de travailler sur ces aspects de massification qui restent un enjeu aujourd'hui. Dans votre commercialisation du groupe de Syngos, Christophe Zugage, est-ce qu'il y a des pays qui sont plus friands que d'autres de ces biosolutions et qui donc finalement peuvent témoigner d'une certaine sensibilité à ces sujets de l'agroécologie, en tout cas d'une agriculture plus propre? Alors, pour vous représenter un peu l'importance en fait du marché, enfin nous on réalise environ 420 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 70% à l'international. On a 26 sociétés d'exploitation internationales et on commercialise nos produits dans plus de 60 pays. Donc on a une vue un petit peu globale. Le marché de la protection des plantes aujourd'hui, c'est environ 52 milliards d'euros, dont 10% de biocontrôle. Les perspectives à 2050 vont atteindre les 90 milliards d'euros de protection des plantes, dont 50% de biocontrôle. Ça veut dire que c'est une croissance assez exponentielle de l'utilisation, de l'appropriation par les agriculteurs, avec des intérêts qui sont importants. Alors l'Europe est le premier continent, c'est environ 27-28%. L'Asie, Australie, c'est 25%. Les États-Unis, Canada, c'est 20-25% aussi. Et puis vous avez des pays émergents comme le Brésil, l'Inde, où ces biosolutions progressent beaucoup. Donc les intérêts, c'est respect de l'environnement, diminution des intrants chimiques, et puis, en tout cas en France, baisse de ce qu'on appelle les indices de fréquence de traitement. Bon, il me reste une toute petite question pour chacun, donc très rapide, comme ça on en profitera pour faire le mot de la conclusion. En avant, on va aborder le sujet de l'usage des produits phytosanitaires. Olivier Lavial, est-ce que c'est, pour rebondir sur ce que vient de dire le représentant du groupe de Syngos, est-ce qu'on peut facilement pousser les agriculteurs vers ces biosolutions? Est-ce qu'aujourd'hui on peut se passer, demain, en appuyant sur un bouton, est-ce qu'on peut se passer des produits phytosanitaires? Alors, le sujet est complexe, et je vous demande une réponse courte. Voilà, réponse très courte. On voit bien finalement les perspectives qui ont été données en termes de chiffres. Nous, on est même sur une posture qui consiste à dire qu'il faut être à zéro phyto à échelle, notamment sur la viticulture. Ça a été annoncé, zéro phyto en 2030. Voilà. Tout simplement parce qu'il faut se fixer des objectifs très ambitieux pour pouvoir y aller. Sauf que effectivement, il y a un problème assurantiel d'ailleurs. Si on prend des démarches vertueuses, on court des risques quand même de baisse de rendement. On court des risques, alors globaux d'ailleurs de l'offre de production, mais à l'échelle individuelle de survie des exploitations. Conclusion, cette phase de transition, il faut l'accompagner, il faut être en mesure de mettre en place un certain nombre d'actions qui permettent d'accompagner cette transition vers le zéro phyto, qui est quand même un but qu'on doit tous se donner. Christophe Zugage, pour revenir sur ce que vous me disiez, au final, quel est le principal challenge pour les années à venir du marché des biosolutions ? Je pense que le challenge, c'est en fait, il est collectif, c'est-à-dire que l'implication de chacun, chercheur, développement, agriculteur, coopérative, transformateur, distributeur, il est important et il faut utiliser tous les leviers possibles, autant des leviers donc techniques, agronomiques, que des leviers d'accompagnement effectivement des agriculteurs, de politique également publique et de soutien qui doivent être cohérents et d'harmonisation au niveau français, mais aussi au niveau européen. Donc ça, c'est le gros challenge en fait des années à venir, avec effectivement cette quête de sens au niveau individuel, au niveau local, au niveau régional, au niveau national, etc. quoi. Ouais. Le gouvernement, Guillaume Riot, avait lancé un plan éco-phyto. Vous, en tant que
En tant que professionnel et élu local, quel regard vous portez sur les premiers résultats de ce plan qui, je crois, qui a été lancé en 2015-2016, j'ai plus la date exacte. Il y a des résultats 2018, enfin tout ça pour l'instant n'est pas tellement concluant, on n'a pas réussi à relever ce challenge, et pourtant en région Nouvelle-Aquitaine, vous le savez, le président Alain Rousset souhaite diminuer de 50% rapidement le niveau d'application et à un horizon 2030-2035 sortir des phytosanitaires de synthèse. Mais plus largement, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme pour l'énergie, en fait, on ne peut pas continuer de payer une alimentation aussi peu chère. Aujourd'hui, seulement, je parle sous le contrôle universitaire, 13%, 12-13% du budget familial est consacré à l'alimentation. Comment, dans ces conditions-là, peut-on imaginer rendre compatible une alimentation de qualité avec une santé publique qui ne soit pas altérée? C'est quasi impossible, quoi. Donc, il va falloir que nous apprenions d'autres mécanismes. Et puis, surtout, je pense qu'il y a besoin de rénover ce contrat social. C'est l'objet d'un nouveau contrat social agricole et alimentaire entre la cité, la ville, bassin de consommation, et les territoires ruraux, bassin de production, d'alimentation, d'énergie, d'eau potable, de poésie, etc., etc. Et c'est vraiment ce nouveau contrat, à un moment, il faudra, de toute façon, il faut le comprendre, il faudra payer un petit peu plus cher pour avoir ce dont nous avons besoin de manière vitale et absolue. Je vous laisse rebondir, peut-être Nathalie, sur ce qui vient d'être dit, parce que justement, ce contrat social, vous en aviez parlé avec moi quand on avait préparé cet échange. Non, au contraire, c'est très bien, c'est une parfaite transition. Ça m'arrange de ne pas être la seule à penser ça. Donc, oui, bien sûr. Enfin, et le contrat social, il est de tous les côtés. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos du mangeur en lui disant qu'il faut que tu supportes la charge, voilà, et tout sur le dos de l'agriculteur en lui disant eh ben non, il faut que tu supportes la charge aussi. Donc, en fait, c'est tous les maillons du système qui sont concernés par ça. Et par rapport à ce que disait notamment Olivier Labial sur le soutien aux agriculteurs, c'est pas simplement, à mon sens, le soutien à l'adoption de l'innovation vers l'agroécologie. C'est aussi la prise de risque, et je suis assez d'accord. Il faut aider les agriculteurs. Les agriculteurs, ils prennent des risques quand ils font ça. Et les agriculteurs, ils ont droit à être rémunérés correctement du métier qu'ils font. Et si en plus, ils vont vers des pratiques plus vertueuses, qui ont un coût, bien sûr qu'elles ont un coût, ces méthodes plus vertueuses, alors il faut les aider à supporter, il faut collectivement supporter cette charge. Je ne vois pas, moi, d'autres issues possibles. Voilà. Et donc ça ne peut être accompagné que par des politiques publiques européennes, nationales et peut-être supérieures. Il y a une nouvelle politique agricole européenne, effectivement, qui va vers le verdissement, mais bon, on pourrait en discuter. Dernière question pour vous, Philippe Saut, et ça sera le mot de la fin et la conclusion de cette table ronde. Pour revenir sur cette question de l'usage des produits phytosanitaires, quelle tendance se dégage, vous, au niveau des exploitants agricoles que vous accompagnez ? La tendance, elle est à la baisse. Hein. On a résolument pris le défi de diminuer l'utilisation de produits phytosanitaires avec l'adoption de technologies également pour faire de la frappe chirurgicale quand on a besoin d'un produit, mais pas généralisé. Donc, c'est adopté. Pour le mot de la fin, moi je rebondirai sur ce qu'on vient de dire là, c'est il faut qu'on soit consistant dans notre approche. Et on est face à des grands paradoxes. Pour une coopérative comme Euralis, qui a fait le choix du conseil aux dépens de la vente de produits phytosanitaires, on se rend compte que la loi Egalim nous interdit de vendre des biosolutions soumises à AMM. Donc la loi est aberrante. Et ça fait écho à ce qu'on a vu ce matin, la différence qu'il peut y avoir entre les temps du politique, qui est un peu dans l'immédiat, le temps de l'administration, qui a son temps à lui, et puis le temps du métier. Et nous, notre obsession, c'est de mettre en œuvre cette demande sociétale, mais le temps du métier, il faut qu'il puisse faire face aux investissements qu'on devra consentir pour la rénovation de nos capacités de production, et ça, il faut que ce soit sur du temps long et que ce soit sécurisé. Or, face à un temps politique court et un temps administratif incertain, la sécurisation de nos investissements, elle est loin d'être au rendez-vous. Merci beaucoup. Désolé pour cette conclusion un petit peu brutale, mais en tout cas, merci à vous cinq d'avoir accepté l'invitation de la tribune pour ce sujet ô combien important.